Mes félicitations. Si vous regardez cette capsule, sachez que le président algérien Abdelmadjid Tebboune vous a nommé conseiller spécial. À ce titre, vous devez lui apporter votre contribution pour la résolution d'un problème épineux. La question est simple. Pourquoi les Algériens ne se considèrent-ils pas comme des Africains? Et que peut-on faire pour créer un sentiment africain en Algérie? N'allez pas croire que ces deux questions tombent du ciel. Non. Elles font suite à la surenchère de colère et de frustration exprimée avec rage par le manager Djamel Belmadi suite à l'élimination complètement folle des Fennecs contre les Lions Indomptables au stade de Blida en barrage pour la Coupe du Monde 2022. C'était le 29 mars 2022. Oui, mes chers amis, cette défaite n'est pas comme les autres pour plusieurs raisons. Elle survient après un retournement de situation totalement hystérique. Les Fennecs ont été vainqueurs 1-0 du match aller et maîtrisaient la situation à 3 minutes de la fin du match retour. La victoire des Fennecs au match aller est historique puisqu'elle met fin à une série d'invincibilité des Lions Indomptables qui n'avaient pas perdu un seul match à domicile depuis 1998. 51 matchs joués sur leur terre en 24 ans, 38 matchs gagnés et 13 nuls. La défaite intervient à domicile précisément au stade Mustapha Tchaker, le fief jusque-là imprenable des Fennecs qui y sont invaincus depuis son inauguration en 2001. L'Algérie n'a jamais perdu à Blida où elle compte 36 victoires dont 23 clean sheets, 7 nuls en 43 matchs, 118 buts marqués dont 22 encaissés seulement. Les Fennecs étaient déjà absents du mondial russe en 2018. Ce scénario irrationnel précipite tout un peuple dans une deuxième absence d'affilée à la plus prestigieuse des compétitions. Avec toutes ces raisons, il y avait de quoi être inconsolable. De la douleur à la frustration, il n'y a qu'un pas. Djamel Belmadi l'a franchi, la Fédération algérienne de football aussi, accusant l'arbitre Bakary Gassama d'avoir facilité la victoire de l'équipe du Cameroun, tweetant que l'Algérie n'est pas un pays africain. Tout cela est bien excessif, mais très loin d'être le fait d'un simple accès de colère. Cela révèle un état d'esprit. Les Algériens ne se voient pas comme des Africains, mais plutôt comme des musulmans, des Arabes. Ils démontrent leur peu de solidarité vis-à-vis des subsahariens de diverses manières. Esclavagisme arabe, expédition primitive, stigmatisation, discrimination, xénophobie et j'en passe. Rappelez l'image que renvoient les médias. En Afrique du Nord, les habitants se sentent musulmans avant d'être citoyens. La vision du noir entre guillemets en Algérie, marquée par une discrète distance, pendant des années s'est transformée en rejet violent. Les Algériens désignent souvent des subsahariens par le mot africain, comme si le Maghreb ne faisait pas partie du même continent. Dites au président Abdelmadjid Tebboune lui-même que lorsqu'il déclare que l'engagement de l'Algérie aux côtés de l'Afrique est la première des priorités, cela signifie tout simplement que l'Algérie est différente de l'Afrique. Imaginez de tels comportements, de telles ambiguïtés quand tout va bien. Qu'en sera-t-il en temps de guerre? Guerre entre guillemets. Perdre un match aussi décisif, cela est grave. Mais le perdre en face des Africains, entre guillemets, c'est perdu comme étant très grave, insupportable en Algérie. Alors, dans cette politique fiction, vous avez la lourde mission d'expliquer au président Abdelmadjid Tebboune pourquoi les Algériens se sentent si peu proches de l'Afrique subsaharienne, au point de nier leurs appartenances à ce continent dans lequel ils se trouvent pourtant par la force des choses. Le sujet est complexe. Ce comportement résulte d'une construction historique nourrie par la conjoncture internationale et les difficultés inhérentes à la société algérienne elle-même. Tout d'abord, n'hésitez pas à dire dans votre rapport que tout n'a pas toujours été ainsi. Se limiter à ce qui se passe aujourd'hui est dangereux pour la mémoire de l'Algérie et pour le panafricanisme. Rappelez le rôle qu'a joué l'Algérie dans les luttes de libération sur le continent africain. Ce rôle était tellement important et galvanisant que l'Algérie avait reçu de nombreux éloges dans la littérature idéaliste de l'époque. Primus inter pares, phare du tiers-monde, maître des révolutionnaires africains, leader moral et révolutionnaire de l'Afrique, j'en passe. Tout cela du fait du soutien apporté au mouvement anti-impérialiste et anticolonialiste au Cameroun, en Angola, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert. Persécutés par le colonisateur ou les régimes soumis aux colonisateurs, les combattants nationalistes de plusieurs pays se réfugiaient en Algérie, cité Amilcar Cabral, Mahaté Moumié, dont d'ailleurs Ahmed Ben Bella a préfacé le livre intitulé « Victimes du colonialisme français ».
Insister sur le cas du Mozambique. L'Algérie a formé sur son sol les 250 premiers combattants qui ont participé au déclenchement de la lutte de libération dans ce pays sous domination portugaise. Au-delà du soutien militaire, logistique et financier, le Mozambique a également reçu de l'Algérie un soutien diplomatique et politique, tel que le reconnaît l'ancien président mozambicain, Joaquim Chissano. Les Africains sont très reconnaissants et fiers de ces héros algériens qui ont montré à l'Afrique la voie à suivre pour se libérer du colonialisme et de l'apartheid. Insister aussi sur le cas de l'Afrique du Sud. Alger a boosté financièrement, diplomatiquement et militairement la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. En 1974, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies était un certain Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Relations extérieures de son pays. Il a posé un acte historique en faisant exclure les représentants sud-africains de la salle en raison du régime d'apartheid qui sévissait dans le pays. En 1990, le premier pays visité par Nelson Mandela à sa sortie de prison, c'est l'Algérie. Il déclare « C'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Le gouvernement et le peuple algérien nous ont apporté un soutien immense, un soutien financier, un soutien militaire et un soutien moral. » Algeria is my country. I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. I went back home feeling that I was a man. Vous avez consigné tout cela dans votre rapport. C'est parfait. Vous devez à présent répondre à la question. Que s'est-il passé? Car non seulement le peuple algérien ne nourrit aucune solidarité vis-à-vis des subsahariens, mais l'élite elle-même ne se cache pas pour manifester sa xénophobie. D'ailleurs, certains ont vu dans les propos de Djamel Belmadi la volonté de caresser dans le sens du poil l'opinion publique algérienne extrêmement raciste. Creusez, fouillez dans les méninges, épluchez les manuels d'histoire pour comprendre. À force de chercher, vous finirez par trouver. Vous trouverez tout seul un premier indice. Le plus évident, c'est que les temps ont changé. Les priorités aussi. Vous vous rendrez compte que l'engagement de l'Algérie à l'échelle du continent s'inscrivait dans un contexte de fraternité, de souffrance coloniale. Les peuples opprimés par la colonisation avaient la même aspiration, la liberté. Dans un tel contexte, être arabe ou subsaharien, musulman ou chrétien, ne comptait pas aux yeux des dirigeants africains. De Ferhat Abbas à Houari Boumedienne, en passant par Ben Bella. Or, les indépendances des pays africains induisent l'obsolescence des causes collectives. En tant que dernier pays africain à obtenir la sienne, la Namibie clôt une ère de combat et d'engagement d'idées. Mais le malheur veut que les indépendances ne donnent pas lieu à l'émergence d'une vision commune à l'unité africaine. Les partisans de l'unité africaine tels que Julius Nyerere ou Kwame Nkrumah n'ont pas pesé face aux partisans des stratégies nationales et de la coopération cosmétique tels qu'Houphouët-Boigny ou Léopold Sédar Senghor. Désormais, chaque pays s'inscrit dans une stratégie singulière. Dans un tel contexte, l'Algérie n'a probablement plus trouvé pertinent de maintenir un engagement panafricain militant. Cet indice n'est pas le seul. L'Algérie a réussi sa guerre de libération. Or, peu de pays africains ont engagé une guerre de libération. Jusqu'en 1975, quand l'Algérie contribue aux luttes de libération en Afrique, c'est dans l'espoir de voir le miroir qui renvoie la fierté qu'elle tire de la façon digne dont elle a mis fin à 132 ans de colonisation française. Malheureusement, plusieurs pays africains ont hérité d'une indépendance facile et factice. La puissance coloniale a positionné des marionnettes à la tête de certains pays subsahariens. Ces hommes liges ne croient pas à l'unité de l'Afrique. Quant aux nationalistes porteurs d'une vision panafricaine, ils ont été réprimés dans le sang. En conséquence, les dirigeants algériens manquent d'interlocuteurs officiels fiers et légitimes pour un éventuel combat militant. Précisez bien que Léopold Sédar Senghor a tout simplement exclu les pays du Maghreb du Festival mondial des arts nègres en 1966. De plus, le théoricien de la négritude a fait pression en vain sur le Nigeria pour que les pays du Maghreb ne soient pas invités au Festac en 1977. Or, Houari Boumedienne a tenu à inviter tous les pays africains et toute la diaspora africaine au Festival panafricain d'Alger en 1969.
Cela montre à quel point la doctrine panafricaine ouverte de l'Algérie était contrariée par une certaine vision rétrécie et provinciale de l'Afrique qui était l'apanage de certaines élites du subsaharien. Ces deux indices semblent tenir, mais le contexte international a également joué un rôle. Pensez-y, vous verrez qu'à la fin de la décennie 80, le communisme abdique et le capitalisme triomphe. Le capitalisme est un système économique basé sur le principe de la propriété privée des moyens de production. C'est le porte-flambeau de la civilisation occidentale qui est justement individualiste et fondé sur la compétition et l'innovation. Avec la chute du mur de Berlin et la disparition consécutive de la guerre des idéologies, les cercles de pensée influents en Occident créent un nouveau paradigme, la guerre des civilisations, qu'ils projettent sur le reste du monde à grands moyens de communication. La civilisation occidentale utilise le capitalisme triomphant et la religion chrétienne pour conquérir le monde. Distribuer gratuitement les Nouveaux Testaments inonde le monde. Les églises chrétiennes conquièrent les imaginaires. Dans le monde arabo-musulman, la contestation de ce prosélytisme renforce les sectes islamistes. Les Shebab en Afrique de l'Est, le groupe Boko Haram au Nigeria, voire le Front islamique du salut en Algérie. La tension est à son comble. Elle atteindra son sommet historique avec les attentats du 11 septembre 2001. Face à cette triple réalité, l'Algérie a décidé de se déconnecter de l'idéologie socialiste, humaniste, de libération. Vous pourrez alors noter dans votre rapport que l'Algérie a cessé d'être le phare du tiers-monde. Volontairement ou involontairement, elle pressent la nécessité de s'investir à fond pour ménager son identité arabo-musulmane de la menace islamiste qui s'est élevée en guise de réaction à la guerre déclarée par l'Occident aux autres civilisations. Précisez que l'année 1989, date de la chute du mur de Berlin, est pour l'Algérie l'illustration parfaite de ce grand écart difficile à réussir. C'est en cette année que l'Algérie achève l'arabisation de l'enseignement, une vaste entreprise commencée en 1962 et qui aura duré en tout 27 ans. Ce processus consacre la sortie des radars de la civilisation occidentale dont la langue française, la langue coloniale est le symbole, pour rentrer dans la civilisation arabe portée par la langue arabe. 1989, précisez-le, c'est aussi l'année de naissance du Front islamiste du salut. Sans plus tarder, ce parti surprendra tout le beau monde algérien en remportant le premier tour des élections législatives de 1991. Effrayé par cette hérésie, l'armée intervient, suspend le processus électoral et dissout le Front islamique du salut. La suite, vous la connaissez. Ce sont les années noires. Le pays sera plongé dans une guerre civile de 10 ans qui occasionnera près de 200 000 morts, des milliers de disparus et 1 million de déplacés. Vous l'avez bien expliqué, au cours de ces 30 dernières années, l'Algérie n'a fait que répondre aux incitations de son temps, aux injonctions géostratégiques qui sont façonnées par l'Occident sous la forme de clivages paradigmatiques. Elle a répondu à ces incitations en identifiant là où bat son cœur. Il s'avère que son cœur ne bat pas en Afrique subsaharienne. Nous vivons dans un moment tel que la proximité géographique n'engendre plus automatiquement un programme géopolitique. Le cœur de l'Algérie bat dans le monde arabo-musulman, où l'affinité est réelle car civilisationnelle, identitaire parce que religieuse et où la menace islamiste est prégnante. L'Algérie doit veiller et concentrer ses forces contre cette menace. Vous avez trouvé 3 indices pour expliquer le changement observé au sein de l'élite dirigeante. C'est très simple. Tirez comme conclusion qu'à cause de cette triple conjoncture, cette élite a cessé de guider le peuple vers l'idéal panafricain. D'ailleurs, à quoi ressemble l'éducation algérienne aujourd'hui? La langue arabe est la seule langue d'enseignement. L'éducation est orientée vers l'Arabie et l'islam. Dans une telle société, les subsahariens non convertis à l'islam sont simplement considérés comme des étrangers, des profiteurs, des porteurs de maladies, et j'en passe. Ceux qui sont convertis à l'islam jouissent d'un sort à peine plus enviable. Que faire? Vous devez répondre à cette question. Après mûre réflexion, vous devez identifier quelques couloirs d'action. Pensez à la diplomatie, pensez à l'éducation, entre autres. Au sujet de la diplomatie, rendez justice à Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, qui joue un rôle de premier plan dans plusieurs médiations réussies entre le Burkina Faso et le Mali, entre le gouvernement malien et les mouvements rebelles, et aussi dans la recherche de la solution à la crise libyenne, entre autres. Mais certaines initiatives se soldent par un échec cuisant,
comme pour dire que la tâche s'avère rude. Évoquer la défaite cuisante enregistrée par la diplomatie algérienne récemment le 15 juillet 2022 à l'occasion du vote organisé par Lusaka en Zambie pour attribuer le siège de l'Agence africaine du médicament. Kigali a remporté 82% des voix exprimées malgré les promesses financières importantes avancées par Alger, soit 200 millions de dollars pour construire 6 bâtiments. Évoquer également le retard pris par Alger dans la diplomatie économique en Afrique. Dans la zone UEMOA, 40% des agences bancaires sont marocaines. C'est en 2018 seulement que la presse algérienne annonçait l'ouverture de la première filiale d'une banque algérienne en Afrique subsaharienne. D'autres chantiers sont en cours. La diplomatie algérienne saura-t-elle contrer la séduction d'Israël en Afrique? Saura-t-elle provoquer un accord de paix entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte au sujet de la répartition des eaux du Nil? Toujours est-il que la diplomatie ne peut pas tout faire. Il faut mener une réflexion de fond sur l'identité algérienne d'aujourd'hui. Rappeler au chef de l'État que la constitution de son pays définit 3 composantes fondamentales pour l'identité nationale. L'arabité, l'islam et la maziguité. Faut-il conserver ces 3 piliers? Le débat vaut la peine. Les termes et l'issue d'un tel débat nous conduiront tout droit à une réforme de l'éducation nationale arabisée. Nous l'avons vu plus haut par réaction au paradigme colonial. Ce que vous dites au sujet de l'Algérie est valable pour les autres pays du Maghreb, à la seule différence que l'Algérie a joué un rôle plus important dans la libération des peuples du sud du Sahara dans les années 60-70. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans les multiples diasporas. Il faut que les peuples africains se parlent avec franchise. Nous venons d'horizons divers. Nous avons traversé des épisodes historiques distincts. Nous avons été marqués par des influences différentes, ce qui devrait constituer une source de richesse. Nous avons en commun d'avoir vécu des oppressions intenses. Aujourd'hui, tirant enseignement de nos victoires passées, mais conscients des défis actuels et à venir, nous devons trouver des facteurs de cohésion, ce qui nous rassemble, ce qui nous permettra d'avancer ensemble. Mes chers amis, si vous avez regardé cette politique fiction jusqu'au bout, sachez que vous avez fait des efforts considérables pour jouer à fond votre rôle de conseiller. Vous avez compris que vous ne conseillez pas seulement Abdelmadjid Tebboune, mais tous les présidents africains, afin qu'ils sauvent le panafricanisme qui part en vrille. Que pensez-vous de la position actuelle de l'Algérie en Afrique, mes chers amis? Que devrait-elle faire pour renouer avec son rôle de primus inter pares, de phare du continent? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de notre think tank 1 puissance 55 pour prolonger le débat. Laissez vos commentaires et participez à notre pédagogie. Activez la cloche de notification pour recevoir un signal amical de notre part dès la publication de chaque nouvelle vidéo. C'était Maurice Simodium du think tank 1 puissance 55.